Alors, avant de démarrer et de laisser la parole aux listes en présence, je voulais rappeler un petit peu, pour mettre un petit peu les choses au clair par rapport à ce que vous avez pu constater de ces dernières heures par rapport à Fabien Sema. Donc, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, j'ai envoyé un email à Monsieur Benjamin Art, lui demandant, dans le cadre du débat qu'on souhaitait faire, lui demandant de demander à François Asselineau de se présenter à ce débat, ou à défaut de présenter quelqu'un de la liste. J'ai pas eu de réponse jusqu'à hier soir à 17h15. Et partant du principe que je n'avais pas de réponse, j'ai fait une communication hier disant qu'un débat aurait lieu entre UPRD avec vous et la liste de Philippe Comte, une nouvelle ère pour l'UPR. Suite à cette communication, Fabien Sema m'a fait savoir que c'était inadmissible, qu'il avait répondu. Alors je suis allé voir mes mails. Effectivement, j'étais dans le train, j'avais pas eu l'occasion d'aller voir mes mails, mais j'ai regardé mes mails et il m'avait envoyé cette communication en demandant les modalités. Donc je lui ai transmis les modalités en lui disant que, vous avez peut-être vu les échanges de mails que j'ai partagés, mais en lui disant en gros que on souhaitait un membre titulaire si ce n'était pas François Asselineau et on souhaitait qu'une personnalité pas trop clivante soit la représentante de cette liste, sachant qu'on avait déjà certaines têtes de liste, notamment Philippe Comte, qui ne souhaitait pas échanger et débattre avec Fabien Sema en personne, puisqu'il y a une action juridique en cours. Donc, suite à ce mail, il m'a envoyé un mail quelques minutes après en me disant que ce sera lui le porte-parole de la liste de François Asselineau. Donc, je lui ai fait savoir que les conditions n'étaient pas modifiables, les règles n'étaient pas modifiables et qu'on demandait à ce que ce soit un titulaire qui vienne parler pour la liste de François Asselineau, et non pas un suppléant qui plus est ne remplit pas les critères pour que le débat se passe correctement, dans le sens où Philippe Comte ne souhaite pas échanger avec lui. Donc suite à ce mail, je n'ai eu aucune nouvelle de Fabien Sema jusqu'à son communiqué d'il y a une heure où il dit que c'est un scandale antidémocratique. Donc chacun appréciera à sa juste valeur le fonctionnement et le déroulé de cette soirée. Et jusqu'au bout, j'ai dit que s'ils avaient un membre titulaire qui voulait représenter la liste, il était bienvenu, mais qu'on ne pouvait pas autoriser, on ne pouvait pas faire ce débat avec Fabien Sema dans la mesure où un intervenant ne souhaite pas débattre avec lui. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Alors il y aura un premier intervenant qui va commencer. Vous pouvez choisir parmi vous, peu importe le sens. On va partir de ce sens-là pour ensuite intervertir, mais on peut commencer par exemple par vu que je suis de la liste des signataires, je vais laisser la parole à Sylvain Fontaine pour démarrer et pour se présenter. Donc, tu as 10 minutes, top chrono, quand tu prendras la parole, pour présenter ta liste, la raison de cette constitution et ta vision sur l'actualité de l'UPR. Tu commences quand tu veux. Bon, écoutez, la raison de la constitution de notre liste, elle est très simple. La situation de l'UPR est quasiment catastrophique. Personne, je pense, ne dira le contraire. Et effectivement, dans un premier temps, j'aimerais surtout expliquer que nous n'avons pas voulu ce congrès le 11 juillet. Nous l'avons écrit à plusieurs reprises et nous n'avons pas été écoutés. Alors, pourquoi nous avons constitué une liste pour le congrès? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il nous est apparu que la grande problématique de l'UPR, c'est son absence de démocratie dans son fonctionnement. Effectivement, c'est une absence de démocratie que j'avais notée déjà depuis quelques années. J'avais essayé d'ailleurs d'attirer l'attention des adhérents de Gironde sur ce problème en leur disant « Vous verrez un jour, ça portera tort à l'UPR parce que nous ne fonctionnons pas du tout démocratiquement et nous sommes donc incohérents avec notre devise qui est l'union du peuple pour rétablir la démocratie ». Et en fait, quand cette crise à la mi-avril est apparue, j'ai tout de suite compris que, dans le fond, elle était due à cette absence de démocratie. Et d'ailleurs, François Asselineau lui-même ne s'y est pas trompé, puisqu'il a tout de suite orienté cette crise qui est partie de soupçons de harcèlement.
vers le pouvoir. Et effectivement, on a tout de suite vu les différents protagonistes s'orienter vers un problème de pouvoir au sein de l'UPR. Donc voilà, la grande raison, c'est celle-ci. Il y a un problème du pouvoir au sein de l'UPR et effectivement, les statuts sont extrêmement despotiques et cela, quel que soit le président. C'est important dans la volonté que nous avons eue de monter cette liste, c'est que quel que soit le président que nous élirons au prochain congrès, il aura les pouvoirs que lui alloue le statut. Et ces pouvoirs sont énormes. J'avais, dans mon appel du 2 mai, quand j'ai appelé les adhérents à me rejoindre pour me constituer cette liste, j'avais pris soin de synthétiser les statuts dans un organigramme sur les rôles des différentes instances dirigeantes et on voyait très bien qu'en fait, tout était entre les mains du président de l'UPR. Alors cette liste de 58 personnes, eh bien, nous avons réussi tant bien que mal à la constituer parce qu'il faut vous avouer que nous n'avons pas été aidés ni par les instances dirigeantes ni par de nombreux délégués départementaux. Alors, j'en profite ici pour remercier ceux qui, en revanche, ont joué pleinement le rôle de démocrate, c'est-à-dire ont informé tous leurs adhérents des courriels que j'envoyais au nom de ceux qui petit à petit me rejoignaient. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas fait et ça confirme malheureusement qu'il y a une tendance à l'antidémocratisme ou à l'antidémocratie au sein de l'UPR. Ce qui est important aussi, j'ai commencé à dire que la situation était catastrophique. Effectivement, avant de voter, il faut faire un bilan. Et le bilan des 3 années qui viennent de s'écouler, inutile de vous dire qu'il n'est pas brillant. L'UPR perd des suffrages à toutes les élections depuis 2017, petit à petit. Notre électorat s'érode. François Asselineau brandit le léger progrès dans les pourcentages. Et en fait, ce léger progrès cache en réalité que le nombre de suffrages diminue parce que l'abstention augmente. Donc, nous ne sommes même pas capables de... Excusez-moi, nous ne sommes même pas capables d'attirer les abstentionnistes vers nous. En corrélation avec cette baisse des suffrages, en fait, nous perdons des adhérents. Nous avons aujourd'hui moins d'adhérents statutaires que nous en avions fin 2017. C'est quand même pas une grande réussite, alors que soi-disant, nos idées progressent. Et évidemment, nous sommes de plus en plus discrédités dans l'opinion, l'UPR, et avec lui, évidemment, et c'est le plus grave, l'idée du Frexit. À côté de ce bilan externe, ça c'est vis-à-vis du reste de la France, en quelque sorte, il y a le bilan interne. Et sincèrement, il n'est pas bien meilleur. Les statuts étaient peut-être adaptés au début de l'UPR, quand l'UPR était composé d'une poignée de partisans. Par contre, depuis que nous sommes plusieurs milliers, il est complètement inadapté. Et la preuve en est, c'est que ces statuts ont été incapables d'éviter cette crise. Et encore une fois, je le répète, il suffit de les lire pour se rendre compte que tout le pouvoir à l'UPR est entre les mains d'une seule personne qui est son président. Alors avec ça, malheureusement, il y a tout un tas de dysfonctionnements, une opacité totale entre les instances dirigeantes et les adhérents. Le côté despotique du pouvoir au sein de l'UPR a développé évidemment les comportements de courtisans. Celui qui veut essayer d'être influent, eh bien, n'a plus que comme solution, c'est d'essayer de plaire au président ou aux hommes du président. On peut ajouter un cloisonnement et une impuissance totale des adhérents, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai tenté de faire un peu bouger les lignes à mon humble niveau dans mon département, et je me suis très vite fait marginaliser et même éjecter. Et enfin, évidemment, cerise sur le gâteau de cette situation interne, le conflit entre deux parties des instances dirigeantes, la première moitié qui soutient François Asselineau et la seconde moitié qui l'affronte directement. Voilà. Et si nous avons constitué cette liste, cette troisième liste, c'est justement parce que nous pensons que le duel entre les partisans de François Asselineau et donc la liste Nouvelle Ère pour l'UPR est mortelle et elle va diviser notre parti. Notre troisième liste, elle a vocation à vouloir écouter tout le monde. Au travers de la démocratie, en fait, c'est l'écoute de tous qu'il faut comprendre.
La démocratie n'a de sens que parce que nous écoutons tout le monde. Et elle part du principe que tout le monde a le droit de penser quelque chose, même si c'est choquant, même si ce ne sont pas nos idées, tout le monde a le droit d'exprimer sa pensée librement. Et ensuite, effectivement, la démocratie est un système qui essaye de trouver la meilleure manière de satisfaire le plus grand nombre. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. Hugo, si tu veux bien me le dire. Alors, tu as encore, là, tu as 7 minutes 20. Donc, tu as encore 2 minutes 40. 2040. Donc, effectivement, en promouvant la démocratie interne au mouvement, nous sommes convaincus que nous pouvons régler le problème actuel. Et il se réglera de lui-même. Adapter des statuts démocratiques et vous verrez que les problèmes de pouvoir se régleront d'eux-mêmes. Plus personne ne voudra absolument faire des manœuvres pour essayer d'en avoir plus. Quand ils seront bien écrits et bien partagés, en fait, les choses fonctionneront de manière équitable pour tous. Ce sont toujours les injustices qui créent les crises. Et je pense que la crise de l'UPR est née du fait que, vu tous les pouvoirs du président, au fur et à mesure, il était inévitable que certains finissent par ne plus supporter qu'il n'y ait qu'un homme qui détienne tous ces pouvoirs. Donc notre liste s'attaque vraiment au cœur du problème et je crois que tous ceux qui m'ont rejoint ont bien compris ce diagnostic et j'espère que nous allons aller très loin. Nous avons eu beaucoup de mal à réunir ce qu'il nous fallait. Il s'en est fallu de peu pour que nous soyons absents de cette élection, ce qui est quand même assez incroyable. Nous sommes plus de 10 000 et nous avons failli ne pas pouvoir réunir 58 adhérents. C'est dire les obstacles que nous avons rencontrés. Et enfin, j'allais vous dire que cette liste a comme principal objectif, donc, au fait j'ai oublié de le dire, excusez-moi, UPRD, ce sont les initiales de l'Union pour rétablir la démocratie. Et donc cette liste s'engage au lendemain de notre victoire, que j'espère, à organiser dans les délégations départementales des débats avec tous les adhérents de manière à ce que nous discutions dans tous les départements français de la meilleure manière de rétablir la démocratie au sein de l'UPR. Enfin, pas de la rétablir, pardon, de l'établir, puisqu'elle n'a jamais existé. Voilà. Ce qui nous caractérise, c'est que nous en appelons à la raison. Nous croyons en la responsabilité citoyenne. Et vous aurez noté que nous mettons en avant les idées, pas les hommes. Et c'est pour cela que notre liste ne comporte pas de photographies. Parce que nous pensons que tous les hommes, politiquement, se valent, et cela quel que soit leur visage. Ce sont leurs idées qui sont importantes, pas leur apparence. Ouais, ben voilà, on finit là-dessus, c'est parfait. T'es pile poil dans les temps. Je passe la parole à Philippe Comte. Je t'en prie. Bon, alors, je vous remercie en tout cas d'abord d'avoir organisé ce Discord Grand Ouest. Et, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'organisation sera parfaite. Alors, qu'est-ce qui a poussé la liste Nouvelle Ère pour l'UPR à exister? Eh bien entendu, il y a les événements récents, mais ce n'est pas le plus important. C'est qu'il y a tout d'abord, aujourd'hui, une fenêtre historique pour que nos idées puissent réussir à vaincre. Et c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Depuis le Brexit, il y a dans l'ensemble de l'opinion publique française une remontée nette des idées de souverainisme. Pour preuve, en un mois, Onfray, avec son magazine Front Populaire, a eu 40 000 abonnements en un mois. C'est-à-dire plus que le compteur complet, et on sait comment le compteur n'est pas tout à fait juste, on va dire, mais plus que les fameux 39 000 que nous avions
Donc aujourd'hui, en quoi? En un mois, il y a 40 000 abonnements pour Front Populaire. Donc, il y a aujourd'hui une demande très forte de souverainisme. Et ça, c'est nouveau. Il y a eu un travail énorme qui a été fait par l'UPR et par l'UPR de François Asselineau, je le reconnais parfaitement, qui a dû ramer à contre-courant pendant des années et des années. Et maintenant, au contraire, les vents soufflent dans le bon sens. C'est le moment où il va falloir changer de stratégie. Et je crois que c'est le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que nos idées vont devenir majoritaires si elles ne le sont déjà. Simplement, elles sont mal structurées et mal représentées aujourd'hui dans le champ politique français. Mais si l'UPR réussit à être l'un des piliers de ce changement de stratégie, nous pouvons, à l'horizon 2022, 2023, 2024, 2025, réussir à obtenir le Frexit, qui est quand même l'un de nos objectifs principaux. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement à se dire on va passer de 1% à 2% et on aura encore gagné 100% de progression. Non, c'est fini. Nous sommes aujourd'hui dans une période historique différente. Et c'est ça, d'abord, qu'il faut intégrer dans notre réflexion. Les présidentielles. Je considère que ce n'est plus une bonne stratégie. Et en effet, c'est un choix radical, puisque pour l'instant, l'UPR s'est construite autour d'un homme, le président fondateur, qui s'imaginait avoir un destin présidentiel. Et que l'élection présidentielle de ce président fondateur signifiait l'arrivée au Frexit. Eh bien, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Tout d'abord, parce que le président fondateur ne pourra pas avoir sans doute ses 500 signatures, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas aujourd'hui s'étendre. Mais imaginons même qu'il les ait. Eh bien, on peut facilement imaginer qu'il va y avoir d'autres candidatures souverainistes. Il y aura peut-être, je ne sais pas moi, Dupont-Aignan, encore Philippot, encore X ou Y, Kuzmanovic, je ne sais qui encore. Et ça va être encore le combat de nains. C'est-à-dire que les uns vont faire 2%, les autres vont faire 1%, les autres vont faire 3%. Allez, un fera peut-être 4%, super. Et avec ça, eh bien, personne ne sera présent au second tour. Et on aura à nouveau un sempiternel duel entre Emmanuel Macron ou un autre néolibéral et Marine Le Pen ou Marion, Maréchal Le Pen ou je ne sais qui, de toute façon, on le sait bien, est un leurre absolu et ne veut pas la sortie de l'Union européenne. Donc, pour pouvoir éviter cette alternative du diable, il faut absolument qu'émerge une autre force politique qui puisse faire l'unanimité auprès de l'ensemble de la galaxie souverainiste. Alors certes, j'entends le principe comme quoi cette personne n'aura peut-être pas 100% de nos idées. Peut-être qu'elle n'en aura que 95 ou même 90. Mais, et c'est là où il faut avoir une stratégie, c'est que cette nouvelle personne, elle sera bien entendu autour de Front Populaire d'Onfray. Ce ne sera peut-être pas Onfray, ce sera peut-être quelqu'un d'autre autour de lui. Il y a des noms qui circulent à Paris, tout le monde le sait. Mais nous sommes face à des gens qui sont très médiatiques, qui savent parfaitement casser le mur, le plafond de verre qu'il y a par rapport aux médias, mais qui n'ont pas, c'est une armée de généraux, ils n'ont pas de parti
installé, capable d'aller chercher 500 signatures chez les maires, capable de pouvoir distribuer des tracts, capable de pouvoir coller des affiches. Front populaire, plus, par exemple, l'UPR, c'est gagnant. C'est tout simplement une formule gagnante. Alors, là-dessus, c'est se dire, oui, mais est-ce qu'on ne va pas travailler pour le roi de Prusse? Est-ce qu'on ne va pas... J'entends les critiques qui disent, mais si on se met dans les bras d'Onfray, si Onfray nous trahit. Mais il n'est pas question qu'il nous trahisse. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'abord un engagement écrit, que le candidat élu organise dans un délai à fixer un référendum sur le Frexit, référendum qui est de toute façon obligatoire, puisque pour pouvoir déclencher le fameux article 50 du TUE, il faut d'abord obligatoirement modifier la Constitution française, puisque depuis sa dernière révision scélérate, c'était en 2007, il y a eu l'insertion de l'article 88 alinéa 1 qui dispose que la France fait partie de l'Union européenne. Donc on ne peut pas, dans tous les cas de figure, activer l'article 50 sans avoir déjà modifié la Constitution. Or, pour modifier la Constitution, on a soit le Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat, ou référendum. Il est évident que comme le Sénat, lui, restera européiste encore très longtemps, puisqu'il n'est renouvelable que par tiers, et en plus, sociologiquement, il est lui-même des élus, donc on est vraiment avec une surreprésentation de la bourgeoisie néolibérale, donc il ne faut pas compter sur le Sénat, il ne faudra pas compter sur le Congrès. La seule solution pour pouvoir modifier la Constitution, c'est un référendum. Donc, pour pouvoir sortir de l'Union européenne, ce sera par ce référendum. Et nous demanderons en contrepartie au candidat ou à la candidate que nous soutiendrons d'organiser ce référendum. Exactement comme Nigel Farage avait fait vis-à-vis de David Cameron au Royaume-Uni. C'est la formule qui a fini par fonctionner avec, certes, quelques réticences, mais finalement, ça a marché. Prenons cette expérience en compte. C'est ainsi que ça peut fonctionner. Donc ça, c'est d'abord la stratégie générale. Ok. Philippe, je te laisse juste quelques secondes pour terminer, parce que vu qu'il y a eu pas mal de problèmes, je te laisse encore une minute, parce qu'on a eu quelques problèmes. Merci beaucoup. Et alors, vis-à-vis de la démocratie interne, je partage 100% des constats de la liste UPRD sur le fait que aujourd'hui, le parti ne fonctionne pas de manière démocratique. Je n'irai pas, en revanche, aussi loin dans les réformes statutaires que voudrait faire Sylvain Fontaine. Mais il y a de bonnes choses dans ce que propose Sylvain Fontaine. Je pense qu'on va pouvoir en discuter. Mais avant de parler, je pense, de la démocratie interne, qui est une question importante, il faut d'abord, à mon avis, avoir une optique stratégique pour nos buts, qui sont la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'OTAN. Du coup, on est passé sur la présentation des listes en présence. On va passer maintenant sur les questions programmatiques. Donc, si on revient sur ce qui était le déroulé de la soirée, laissez-moi une petite seconde. Présentation au tour à tour des programmes de chaque liste, 10 minutes par intervenant. Bon, je laisse la parole à Philippe Comte pour commencer le développement du programme pendant 10 minutes chronométrées. Bon, alors je vais continuer un petit peu ce que je voulais dire par rapport à la démocratie interne. Pour la démocratie interne, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à Sylvain Fontaine, aux membres de la liste UPRD, nous aussi, je le précise. C'est que tout d'abord, en effet, les pouvoirs du président doivent être en grande partie changés. Et tout d'abord, un point qui n'a pas été abordé par la liste de Sylvain Fontaine, mais que je trouve extrêmement intéressante et que je pense très bien qu'on peut s'entendre là-dessus,
C'est tout d'abord les pouvoirs politiques même du président. C'est-à-dire que je suis pour l'instauration d'un bureau politique. Au lieu d'avoir aujourd'hui un président qui va décider seul de réagir sur tel ou tel point d'actualité. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde au moment où il y a eu un pont qui s'est effondré dans le sud-ouest de la France. Et le président sortant est intervenu immédiatement pour pouvoir dire, voilà, c'est bien le fait que le pont était mal entretenu parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que l'Union européenne, etc. Ce qui est en grande partie vrai. Mais il se trouve que, aussi, le camion qui passait était trop lourd. Ce qui fait que l'intervention du président sortant est tombée, je dirais, a percuté à côté de l'amorce, parce que ce n'est pas la réelle cause, même si je suis bien d'accord que l'entretien des ponts en France laisse à désirer, nous le savons tous. Mais en l'occurrence, en l'espèce, ce n'était pas particulièrement le cas. Imaginons qu'il y ait eu un bureau politique, c'est-à-dire 7 personnes qui, voyant l'actualité, se font un petit Discord, se téléphonent et disent « est-ce qu'on intervient là-dessus et qu'est-ce qu'on dit sur cet événement ?» Eh bien, je pense que sur ces 7 personnes, il y aurait eu une majorité qui aurait dit « attendons quelques jours pour pouvoir commenter. Attendons de voir si la cause est vraiment celle-ci. » Et ainsi, ça aurait pu éviter une erreur politique. Une petite erreur, hein, ce n'est pas très grave, mais il peut y avoir des moments où communique une personne seule peut se tromper. Et je pense que le président ne doit pas, lui, tout seul, décider d'intervenir sur tel ou tel point d'actualité politique sans avoir l'aval du bureau politique. Alors, comment serait constitué le bureau politique ? Je pense personnellement qu'il faudrait qu'il y ait par exemple 2 membres. Alors, il y aurait par exemple le président, le secrétaire général, membre de droit, et il y aurait par exemple 2 membres nommés par le président, 2 membres nommés par le bureau national et un membre nommé par le secrétaire général. Ce seraient des gens qui feraient partie soit du bureau national, soit qui ne feraient pas partie du bureau national. On pourrait prendre des militants. Ce serait en fait une sorte de bureau politique qui permettrait de pouvoir mieux intervenir de manière, à mon avis, plus adéquate sur l'actualité politique. Ensuite, il faut qu'il y ait en effet une démocratie localisée. Je pense qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire que les délégations départementales élisent leur délégué départemental, mais par contre qu'elles ratifient le choix du national. C'est-à-dire que, pourquoi je ne pense pas qu'il faut que les délégations départementales élisent directement ? C'est parce que ça ferait des baronnies locales avec des gens qui, localement, pourraient avoir une légitimité de s'opposer au national sur tel ou tel point. Et finalement, ce type de choses mange énormément d'énergie à l'intérieur d'un parti politique. Gérer les baronnies locales, tous les partis politiques qui en ont savent que ça prend la moitié du temps. Or, nous avons beaucoup de travail à faire par rapport aux tâches historiques qui se profilent. Donc, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des baronnies locales. En revanche, le national n'est pas, en effet, tout puissant. Il peut se tromper. Il peut très bien nommer quelqu'un que l'on sait localement totalement incompétent. Eh bien, là, il doit y avoir en effet une ratification de la part de l'instance locale. Un contrôle du local sur le national. Ça, je suis entièrement d'accord. Il doit aussi y avoir, et ça c'est le plus important, un budget. Parce que pour l'instant, en effet, théoriquement, ça existe. Il doit y avoir
un budget alloué aux délégations, mais en tout cas, on ne le voit pas. Là, je suis pour qu'il y ait l'existence d'un réel budget donné à l'échelon du délégué régional. Pourquoi à l'échelon du délégué régional? C'est parce qu'il y a des départements qui tournent bien, il y a des départements qui tournent moins bien. Et si on donne un budget à une délégation départementale qui n'en fait rien, c'est de l'argent qui, au bout du compte, ne sert pas notre cause. En revanche, si on le donne au niveau de la délégation régionale, donc oui, le plus important à mon avis, c'est quand même avant tout le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Il faut que les délégations régionales aient un budget propre qui ne soit pas obligé de quémander à nouveau au national telle ou telle somme. Mais... On peut faire confiance aux délégués régionaux pour pouvoir organiser les actions avec un budget. Et ce budget sera donné a priori et pas simplement a posteriori. Alors bien entendu, il faudrait que le délégué régional ramène les factures pour qu'on voit que ça corresponde bien à des dépenses normales, mais il faut que localement, il y ait des budgets, que les militants locaux puissent avoir des initiatives budgétées sans passer par le national. Ça, je pense que ça donnera une agilité énorme à nos délégations départementales et régionales. Très bien. Eh ben, Sylvain, si tu m'entends, tu peux prendre la parole pour parler du programme de la liste UPRD avec vous. Combien ai-je de temps pour ça? 10 minutes. Entendu, j'y vais. Oui, donc notre programme, ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous discuterons de ce programme si nous gagnons cette élection. Comme je l'ai dit dans ma présentation, nous réunirons tous les adhérents et effectivement, nous discuterons avec eux dans chaque... Excusez-moi. Je parlais, Terence m'avait mis son téléphone près du micro et j'entendais Philippe Comte grâce à ça, mais bon, je raccroche. Décidément, la technique, tout le monde vante tout ça, mais ça marche jamais bien. Donc, je t'en prie. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Je venais de commencer. Oui, que ces propositions que je vais vous présenter seront amenées à être discutées évidemment avec tous les adhérents, hein, si nous l'emportons. Et notre but, c'est, avant la fin de l'année, nous présenterons de nouveaux statuts au vote d'un congrès extraordinaire qui j'espère, présentera des statuts démocratiques. Donc, il y a dans notre motion 22 propositions que nous avons classées en 4 thèmes. Et alors vous allez dire, si ce sont des propositions, c'est que vous avez déjà des choses figées. Mais non, justement, ce sont des propositions pour vous montrer que nous avons réfléchi, que nous avons quand même des idées assez claires sur ce qu'il faut, mais encore une fois, elles seront discutées. Donc la première thématique, c'est que nous voulons des instances ou des députés qui représentent vraiment et respectent tous les adhérents. Et un président qui préside, mais ne commande pas. Comme je dis toujours, notre président ne s'appelle pas un commandant. S'il ne s'appelle pas un commandant, il y a une raison. Il s'appelle président parce qu'il est là pour présider, il n'est pas là pour commander. Donc, pour avoir des instances qui représentent vraiment et respectent tous les adhérents, la première des choses, c'est d'élire toutes les assemblées représentatives des adhérents au scrutin proportionnel intégral. C'est le seul qui permet une représentativité exacte des différents courants de pensée des nombreux adhérents au sein de l'UPR. C'est une proposition à laquelle nous tenons énormément, parce que nous ne voulons pas d'une soi-disant démocratie où c'est la majorité relative qui en fait dicte tout à tous les autres. Ensuite, nous voulons confier aux adhérents le pouvoir de désigner leurs députés, leurs responsables ou référents. Je n'aime pas utiliser le terme référent puisque c'est le terme actuel. Et je veux bien marquer le fait qu'il y aura une différence. Les référents sont nommés par le Bureau national aujourd'hui, c'est-à-dire en fait par le président, et alors que nous voulons inverser cette pyramide de désignation par le fait que les adhérents désignent eux-mêmes ceux qu'ils estiment être bons pour se charger des choses au niveau local. Ensuite,
Comme je vous l'ai dit, vous avez compris, je crois, nous voulons mettre fin aux prérogatives du président. Ça, c'est effectivement pour ne plus avoir un président qui commande, mais un président qui préside. Alors, qu'est-ce que c'est présider, vous allez me dire? Eh bien, c'est écouter, c'est savoir faire des synthèses, c'est faire attention à ce que toutes les sensibilités ont pu s'exprimer et rendre le débat de la manière la plus fluide possible pour qu'il émerge, au bout du compte, une solution satisfaisante. Et évidemment, quand il n'émerge pas de solution satisfaisante, eh bien, dans ce cas-là, le vote existe pour trancher s'il le faut. Et encore une fois, je tiens à ça. Avant de voter, on délibère. Ça ne rime à rien de faire voter les gens sans les avoir fait réfléchir et sans les avoir fait partager entre eux les idées qu'ils ont. Ensuite, une petite mesure, mais qui sera fort utile, c'est de rendre indépendant le secrétaire général et le trésorier vis-à-vis du président, c'est-à-dire que ce n'est pas le président qui les désignera, mais le bureau national. Alors, en effet, il y a des chances que si la tendance du président est majoritaire, le secrétaire général et le trésorier soient proposés parmi ceux de son camp, mais enfin, il faudra quand même qu'ils aient l'aval du bureau national. Ensuite, nous avons une thématique qui est importante. Nous voulons que les salariés de l'UPR soient traités avec respect et équité. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait rien. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, alors peut-être les membres du Bureau national le savent, mais à part eux, comme je dis tout à l'heure, il y a une opacité totale entre ce qui se passe dans les instances et les adhérents. Et moi, qui ne fais pas partie d'une instance dirigeante, ben, je ne sais pas. Je ne connais pas les salariés, je ne sais pas quels sont leurs salaires, je ne sais pas de qui ils dépendent. Bon, j'ai cru comprendre qu'ils dépendaient du président, mais bien sûr, je n'en sais rien. Ensuite, le deuxième thème, ça c'était pour le volet vraiment le cœur, c'est-à-dire démocratiser le parti. Les trois autres thèmes s'inscrivent évidemment aussi dans cette logique, mais abordent des thématiques un petit peu différentes. Le deuxième thème, c'est de promouvoir les délibérations entre adhérents et leur donner du pouvoir concrètement. Ce qui m'a marqué depuis que j'ai adhéré à l'UPR, c'est l'absence totale de débat politique et de délibération entre adhérents. On ne fait que parler des affiches, du tract, qu'il faudrait mettre le cadre en haut à droite de telle couleur parce que ça serait beaucoup plus voyant. Mais d'idées politiques, quasiment jamais. On ne partage pas sur les grandes idées politiques qui se développent en France ou même historiquement. Donc il est très important d'organiser des débats politiques dans toutes les délégations territoriales. Nous voulons mettre en place des lieux d'échange entre adhérents pour rompre ce cloisonnement incroyable. Je l'ai vécu pour monter ma liste. Quand on n'est pas délégué territorial, on n'a aucune coordonnée d'adhérents, sauf celle qu'on a pu glaner dans les réunions auxquelles on a participé, si on a passé son temps à faire le tour de ceux qui étaient là pour noter leur adresse électronique. Et nous instaurerons un référendum d'initiative militante de manière à ce que les adhérents, effectivement, puissent proposer des choses, des sujets, et que ces sujets puissent être abordés, débattus au sein de nos instances. Ensuite, la troisième thématique, c'est de développer le dialogue avec les partis et associations proches de nos objectifs. Ça, il me semble que c'est quelque chose qui était absolument nécessaire. Il faut que les adhérents de l'UPR comprennent que les autres concitoyens qui sont dans d'autres partis politiques et dans d'autres associations ne sont pas nos ennemis. J'entends ça dire souvent, ce sont nos ennemis, il faut leur cacher telle chose. Mais non, ce sont des concitoyens comme vous et moi. Ils ont le droit de penser différemment. Et nous avons le devoir de les écouter pour comprendre. Quand on n'écoute pas, on est incapable de comprendre. Donc il faut absolument se rapprocher des autres partis politiques et des autres associations, et évidemment surtout celles qui partagent nos objectifs. Il est invraisemblable de se livrer à des petites guéguerres avec des partis ou des associations qui sont tout à fait d'accord avec la sortie de l'Union européenne, par exemple. Donc notre motion contient quelques petites mesures plus précises que je vais peut-être passer parce que je pense que le temps passe. Combien me reste-t-il de temps, Hugo ? Il te reste 2 minutes. Merci. J'ai le temps donc d'en citer peut-être une ou deux.
nous essaierons effectivement de mobiliser les délégués territoriaux afin qu'ils prennent contact avec leurs homologues des autres partis et des autres associations, de manière effectivement à ce qu'ensuite, on puisse organiser des rencontres entre adhérents des différents partis et des différentes associations. Et la quatrième thématique, c'est garantir la transparence du fonctionnement du parti. Ça, c'est absolument indispensable. C'est invraisemblable. Hein. Moi, je n'ai jamais vu une association, un parti où je n'avais pas adhéré à aucun parti, mais les associations, j'en connais un peu. Puis dans mon travail, je suis cadre supérieur d'une grande entreprise publique, donc l'organisation et la communication entre les services, je connais. Mais alors, j'ai jamais vu, moi, une organisation où tout est caché comme à l'UPR aujourd'hui. Tout est soi-disant secret, il faut faire attention. Les ordres du jour de nos instances, un jour, j'étais adjoint d'une délégation départementale et j'avais demandé qu'on me communique l'ordre du jour du prochain Conseil national, je crois que c'était. Et ça a été la croix et la bannière pour y arriver. C'est à peine s'il n'a pas fallu que je monte patte blanche 10 fois pour qu'on daigne m'envoyer l'ordre du jour. En plus, il était extrêmement succinct. Donc, je ne comprends pas. Soi-disant, il y a une culture du secret à l'UPR qui est absolument incompréhensible et il faut absolument y mettre fin. Il faut que tous les ordres du jour, systématiquement, chaque réunion d'instance, doit comporter un ordre du jour qui doit être diffusé à tous les adhérents, suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent réagir éventuellement. Et peut-être par le biais de leurs délégués départementaux d'ailleurs. Il faudra voir ce point de détail. Mais en tout cas, il faut que les adhérents sachent quels sont les sujets qui vont être abordés et ensuite qu'ils aient un compte-rendu pour qu'ils puissent savoir ce qu'il se passe, ce qui a été décidé, ce qui a été dit par les uns et les autres. Et quand il y a un vote, qu'on sache qui a voté quoi. Il faut que ce soit complètement transparent. Voilà. Et ok, je te remercie Sylvain. T'as passé ton temps. Pour les budgets. Ouais, vas-y. Les budgets, c'est pareil, mais là, j'ai cru entendre Philippe Comte dans la dernière phrase que j'ai entendue de lui. Je pense que nous partageons la même volonté de rendre les budgets transparents pour les adhérents. Il faut que nous sachions quel est le budget de notre délégation locale et ce qu'elle dépense et pourquoi. Évidemment, cela jusqu'au niveau national. Voilà quel est notre programme. Notre motion. Bah voilà, c'est bon, t'as terminé Sylvain, c'est bon? Oui, ça ira, merci. Ok, super. Alors voilà, on a terminé avec la présentation des listes présentes. On va passer aux questions des adhérents présents. Donc je vous rappelle juste la démarche à suivre. Il y a deux manières de poser une question. La première, c'est si vous souhaitez intervenir de manière vocale pour poser votre question, il faut envoyer une demande sur le canal demande d'intervention. Vous dites juste moi, comme ça on trie les interventions au fur et à mesure. Et pour les personnes qui souhaitent uniquement poser leurs questions textuelles et que je retransmettrai, vous écrivez dans le canal questions des adhérents. Donc la première question, c'était Quentin Bourgeois, que je vois là en tout cas. Quentin, est-ce que tu veux poser ta question ou je la pose, comme tu préfères? Je vois qu'il n'a pas le micro. Je vais poser la question à la place de Quentin. Ah, attends, il a déconnecté son micro. Quentin? Oui, on m'entend. Bonsoir à tous. Donc ma question était de savoir quelle place, en cas de victoire d'une des deux listes, quelle place vous donneriez au président sortant? Oui, je disais que c'est la place du président sortant. Je disais qu'il serait bien entendu proposé à François Asselineau une place de président d'honneur de l'UPR, qui lui revient de droit parce que, vu le travail immense qu'il a abattu pendant 13 ans, ça me paraît être la moindre des choses. Et on pourrait même envisager aussi, puisque tout à l'heure j'ai parlé de la constitution d'un bureau politique, lui proposer une place au bureau politique. Maintenant, les circonstances étant ce qu'elles sont, j'ai peur qu'il refuse cette proposition. Mais elle lui sera faite, bien entendu. Ok. Sylvain, est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, écoutez, vous avez compris que pour nous, déjà, ce qui est important, c'est
le collectif, excusez-moi, j'éloigne mon micro parce qu'il y a du Larsen, mon téléphone, pardon. Et effectivement, nous ne nous sommes pas posé la question encore de comment nous traiterons le président, parce que le président, si jamais il perd ce congrès, sera un adhérent comme un autre, mis à part, comme l'a dit Philippe Comte, qu'il est membre fondateur de ce parti et que forcément, il a quand même cette caractéristique par rapport à la plupart d'entre nous. Donc, en effet, nous n'avons pas de raison, nous ne chassons personne. Notre programme, encore une fois, il veut écouter tout le monde et donc François Asselineau sera toujours le bienvenu pour nous aider dans tout ce que nous ferons. Puis voilà, et puis le statut de membre fondateur ou de président fondateur, enfin il sera plus président, donc il sera que membre, peut-être sera revu au moment où nous discuterons des statuts, mais je vous le dis, a priori, nous n'avons pas de raison de, comment dire, de réserver un traitement particulier, soit meilleur, soit moins bon, si meilleur plutôt, puisque, encore une fois, c'est le membre fondateur, mais en tout cas moins bon, non. Voilà. Et je vous le redis, on ne s'est pas focalisé sur ce genre de choses, parce que pour nous, les personnes ne sont pas les prioritaires. Nous croyons au collectif. Ok. Je voulais rajouter une autre chose par rapport au président sortant, dans l'optique que tout à l'heure j'ai développée, c'est-à-dire donc de pouvoir participer à une majorité présidentielle. Il y aura des législatives qui suivront l'élection présidentielle. Et bien entendu, dans ces législatives, nous demanderons entre, on va dire, 150 et 170 circonscriptions gagnables. Dans ces 170 et 150 circonscriptions gagnables, nous aurons donc facilement 80 à 120 députés. Il me paraît évident que dans la liste des personnes que nous pourrons présenter aux législatives dans des circonscriptions gagnables, le nom de François Asselineau, bien entendu, s'impose. Et je pense qu'il pourra faire un très bon député à l'Assemblée nationale, bien entendu, sous réserve que l'ensemble des problèmes actuels soient résolus, ce que j'espère de tout mon cœur. On a terminé avec la première question. Deuxième question qui suivait, c'était celle de Karim Eraman. Est-ce que tu veux prendre la parole pour la donner toi-même, s'il te plaît? Oui, c'était une question pour Sylvain Fontaine. C'est qu'en début d'exposé, il disait qu'il était contre le congrès du 11 juillet, que c'était trop tôt, et donc les signataires, le Bureau national de signataires, ont engagé une action en justice pour demander à un juge d'annuler le congrès pour le reporter un peu plus tard. Je voulais savoir s'il soutenait cette démarche. Et s'il la soutient, il y a une cagnotte qui a été faite pour payer les frais de justice engagés, et s'il soutenait aussi cette cagnotte. Voilà, et s'il appelait à soutenir la cagnotte. Ah, merci. Oui, je reconnais là un partisan de Philippe Comte qui me pose la question. Quelqu'un d'ailleurs qui a mis plus d'un mois à diffuser mon appel du 2 mai à ses adhérents. Donc effectivement, moi je suis contre ce congrès du 11 mai. Par contre, je pense que toutes ces histoires sont des histoires politiques. Et je suis désolé, moi, de la tournure judiciaire que prend ce parti. Maintenant, il semblerait que on soit lancé dans un combat d'avocat contre avocat, alors que tout ça, normalement, aurait dû se régler bien avant, si ce parti avait fonctionné normalement. C'est vrai que ça me désole. Et moi, j'allais dire que nous avons proposé, nous, au Conseil national, de faire passer une modification du règlement intérieur au cas où le congrès aurait effectivement lieu. On avait dit que le règlement, j'avais attiré l'attention sur le fait que c'est le règlement intérieur qui fixe le mode de scrutin du Bureau national et qu'il y avait donc un moyen très simple, c'est que le Conseil national fasse passer une modification du mode de scrutin pour déjà imposer la proportionnelle intégrale à ce congrès. Personne du Conseil national ou du Bureau national ne m'a répondu.
J'en déduis qu'en fait, le scrutin actuel convient parfaitement aux deux autres listes. Ça leur permet d'avoir le pouvoir absolu en cas de victoire. Nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Ok, du coup, on passe à une question suivante. Bon. Alors, la question suivante, c'était celle de Seb. Seb, si tu veux la poser directement, tu peux. J'ai pas l'impression qu'il a le micro. Du coup, la question de Seb, c'était Sylvain Fontaine, comptez-vous présenter un candidat à l'élection présidentielle? Si oui, comment sera-t-il choisi? Eh bien, la réponse est très simple. Il sera choisi sans doute par les adhérents ou par leurs représentants, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais a priori, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas présenter un candidat aux élections présidentielles? Mais vous savez, pour moi, la priorité, c'est d'abord de remettre ce parti sur des rails sains. Parce que ce parti déraille totalement actuellement. Donc avant tout, il faut le remettre sur des rails. Ensuite, nous aborderons les questions l'une après l'autre et je suis convaincu qu'elles seront résolues assez facilement. Ok. Question suivante de Jimmy Frexit. Est-ce que tu veux prendre la parole, Jimmy? Hop là, chercher le bouton éventuellement, oui, merci. Bonsoir à tous. En fait, ma question c'était pourquoi, en fait, moi j'écoute vos propos depuis tout à l'heure et je me permettrai une petite comparaison pour illustrer un peu ce que j'ai envie de dire. En fait, j'ai l'impression d'entendre le papa et la maman. En fait, je m'explique. Monsieur Comte, il jouerait le rôle du papa avec une vision externe. En fait, la maison, c'est l'UPR. Monsieur Comte aurait une vision plus extérieure, c'est une vision nationale et stratégique que l'UPR doit prendre avec le référendum, et je suis tout à fait d'accord, et un aménagement intérieur et plus démocratique de la part de M. Fontaine. Donc en fait, j'ai l'impression que vous ne vous opposez pas du tout, mais qu'au contraire, vous êtes complémentaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre François Asselineau à contre-pied en fusionnant vos deux listes parce que je pense qu'à 3 listes, ça le fera gagner. Voilà ce que je pense. Merci. Alors, est-ce que Philippe Comte, est-ce que tu peux répondre, Oui. s'il te plaît, en premier, et ensuite on donnera la parole à Sylvain Fontaine. Alors oui, je voulais dire pourquoi, en effet, nous avons énormément de complémentarité. Et c'est une très bonne remarque. Je voulais simplement dire pourquoi, finalement, nous n'avons pas réussi à fusionner. C'est sur une question particulière qui est justement, c'est l'histoire de la proportionnelle intégrale. Là, nous avons une divergence d'analyse. Tout d'abord, je tiens à préciser que quand Sylvain Fontaine a réclamé qu'il y ait tout de suite la proportionnelle intégrale pour ce congrès, ce n'est pas possible, ça aurait pu être possible si le président lui-même avait demandé de pouvoir convoquer un conseil national pour pouvoir changer le règlement intérieur. Mais en tout cas, ça ne pouvait pas être le fait de la liste actuelle dite des signataires Nouvelle Ère pour l'UPR qui pouvait décider de quoi que ce soit là-dessus. La seule décision en était celle de François Asselineau. Moi, je ne suis pas pour la proportionnelle intégrale, je suis pourquoi pas, instiller une dose de proportionnelle pour le futur congrès. Ça peut se discuter, en effet. Il est bon d'avoir une représentation des minorités. À voir exactement, est-ce que ça peut être un principe comme au conseil municipal, pour avoir une majorité stable, mais quand même une représentation des minorités? Pourquoi pas? On verra, il y aura une commission dans laquelle je pense qu'il faudra d'ailleurs que Sylvain Fontaine participe, ou d'autres personnes de la liste du PRD qui seraient déléguées pour cela. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait une commission de réforme des statuts qui puisse intégrer des gens de la liste du PRD. Ensuite, pourquoi je suis contre la proportionnelle intégrale, je l'explique. C'est qu'aujourd'hui, imaginons que nous ayons 5000 votes sur aujourd'hui à peu près un corps électoral de 12-13 000 votants. Il est possible que nous ayons entre 5 000, 6 000 personnes qui participent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ferait une liste, qui aujourd'hui donc a 59 personnes, il suffirait que la liste qui se constitue à 59 personnes, les 59 personnes votent pour elle, pour qu'il y ait 1%. Donc, ça veut dire que toute liste aurait obligatoirement un membre
au Bureau national. Vous pouvez imaginer que ce type de situation, sur 6 000 votants, donc ça fait 1%, pour avoir une personne au Bureau national, on va avoir une multiplication de listes qui vont défendre des choses parfois intéressantes, je ne dis pas le contraire, mais parfois farfelues. C'est-à-dire qu'on pourra très bien avoir une liste qui va défendre, je ne sais pas, que, outre les 3 sorties, eh bien, il faut se battre contre les chemtrails. Par exemple, alors vous me direz qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas que sur la liste de François Asselineau, il y ait quelqu'un qui apparemment avait eu des positions comme ça. Donc c'est vrai que le scrutin majoritaire n'empêche pas d'avoir des gens un peu farfelus. Mais on peut dire qu'avec un système proportionnel intégral, on est sûr d'en avoir beaucoup. Et ça devient après très compliqué de gérer un bureau national avec les uns qui vont être contre ceci, contre cela, avec une foultitude de choses à gérer en interne qui, là aussi, à mon avis, vont nous faire perdre de l'énergie par rapport à nos buts qui sont, en effet, comme je le répète, la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'OTAN. Oui, Philippe Comte a très bien identifié ce qui nous sépare, et ce n'est quand même pas rien. Et dans l'exemple qu'il a donné pour terminer, eh bien, Philippe Comte montre que pour lui, la démocratie n'est valable que si on élimine d'abord les farfelus. Nous, ce n'est pas notre vision. Les farfelus sont des gens comme vous et moi. Eh bien, certes, il y a quelques farfelus, mais nous faisons confiance globalement à l'ensemble des adhérents pour ne justement pas mettre en exergue des idées farfelues. D'ailleurs, à l'UPR, je trouve que cette précaution me semble tout à fait superflue, puisque nous avons une charte qui est extrêmement claire et qui dit que nous poursuivons le but de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et que donc nous savons qu'a priori, tous ceux qui vont essayer de s'investir dans ce parti et d'y militer, de faire partager leurs idées, partagent d'emblée cette volonté de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc je ne vois pas pourquoi on commencerait à faire un procès d'intention à une minorité de vouloir quelque chose d'absolument inconcevable et farfelu. Donc c'est vraiment une différence fondamentale qui nous sépare de Philippe Comte, mais je rejoins celui qui a posé la question. Il y a beaucoup de points effectivement où nous sommes complémentaires, il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons très bien nous rejoindre. Par contre, sur celui-là, c'est pour cela que nous n'avons pas trouvé d'alliance. Philippe Comte n'a pas voulu négocier la proportionnelle intégrale qui est pour nous absolument indispensable si nous voulons démocratiser l'UPR. Ok, très bien. Est-ce que, si vous souhaitez encore réagir par rapport à ce qui est dit… Philippe Comte a été très long, je vais me permettre peut-être de poursuivre, Ouais, vas-y, n'hésite de pas. développer. Depuis quand Israël est un pays complètement anarchique? Ils élisent leurs députés à la proportionnelle intégrale. Ils ont un conflit depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça marche pas plus mal que chez nous, que je sache. Donc, cette histoire que la proportionnelle intégrale, c'est le grand désordre, c'est du grand n'importe quoi, c'est toujours les arguments de ceux qui ont le pouvoir. Ils sont toujours en train de vous expliquer qu'il faut surtout laisser le pouvoir aux dominants parce que ça les embêterait bien de devoir effectivement chercher des compromis avec ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais le problème, c'est que c'est ça la démocratie. Quand on est démocrate, on cherche le compromis avec les autres, même quand ils ne pensent pas comme vous. C'est ça être démocrate, c'est respecter l'autre dans toutes ses différences. Ok, si Voilà, je Sylvain ne a pourrais que me fini… répéter sur le sujet. Ok. Si Sylvain a fini, on va pouvoir passer à une nouvelle question. Je rappelle que vous pouvez aussi utiliser votre temps de réponse pour faire un petit peu… pour faire une réponse au candidat sur une question en particulier. Alors, il y avait une question de Martin Bordeaux. Est-ce que tu veux poser ta question, Martin? Oui, je vais poser ma question. Elle s'adresse à Monsieur Fontaine, Sylvain. Donc, du coup, dans ce que tu as expliqué pour la liste, il y a énormément de sujets qui pourraient être mis sur la table au sein des délégations et au sein du PR, qui sera soumis à débat
pour pouvoir faire évoluer le parti et les décisions. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Moi, je voulais savoir jusqu'où pouvait aller ce niveau de démocratie. J'entends que moi j'ai adhéré à l'UPR sur une charte claire et précise, et elle n'a pas bougé depuis 13 ans, et je ne m'attends pas forcément à ce qu'elle bouge non plus dans les prochaines années. C'est pour moi la stabilité. Donc est-ce qu'on pourrait même éventuellement envisager que la charte soit remise à débat si certains en manifestent l'envie? Ok, bah, je t'en prie, Sylvain. Écoutez, si la plupart des adhérents souhaitent qu'on regarde un peu la charte, pourquoi pas? Nous n'avons pas de sujet tabou. En revanche, la charte, effectivement, elle me semble quand même extrêmement claire, très bien faite. Moi, elle a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai adhéré à ce parti. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a quelques passages qui peut-être mériteraient qu'on en débatte. Mais globalement, de toute façon, la charte restera la charte. Elle vise les 3 sorties de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et ça, je vous dis, pour nous, j'ai oublié de le dire au départ quand j'ai présenté notre liste, pour nous, ce sont des objectifs intangibles, cela. Il n'est pas question de les remettre en cause. L'UPR, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et nous nous inscrivons complètement dans ces 3 objectifs. Ok. Nouvelle question de Lava. Tu peux prendre la parole si tu veux pour poser la question. Oui, alors ma question c'était, que pensez-vous de mettre en avant la diversité et l'acceptation de tous quand on parle de souveraineté, afin de casser la dynamique, la réaction tout de suite à la souveraineté, quoi, de dire on veut la diversité des gens, quoi. Voilà. Philippe, tu peux répondre? Désolé. Alors, par rapport à la diversité, alors je ne sais pas, on met souvent sous ce vocable beaucoup de choses différentes. Donc, il m'est difficile de répondre précisément, mais pour moi, bien entendu, de toute façon, déjà, la charte de l'UPR est très claire là-dessus. Et on ne fait pas de différence entre les religions, les ethnies, les sexes, etc. Bon, moi, je pensais, par exemple, très, très utile que d'avoir autour de moi dans le triumvirat. Je pense que elles ne sont pas là parce que ce sont des femmes, hein, mais j'ai trouvé que c'était important de pouvoir montrer que la société française évoluait aussi de ce point de vue-là. Voilà. Je trouve que le symbole est beau et en plus ce sont des personnes qui sont extrêmement compétentes. Voilà. Donc oui, bien entendu qu'il faut. Le parti a longtemps été, par exemple, à mon avis, trop masculin. Maintenant, on commence heureusement à avoir de plus en plus de militantes et il est bon de leur donner des responsabilités. Je prends cet exemple-là. Ça vaut pour tout. Bien entendu qu'il faut que notre parti ressemble le plus possible à la société française. Ok. Sylvain, à ton tour, si tu veux répondre. Oui, alors, la diversité, évidemment. De toute façon, la démocratie, a priori, je vous l'ai dit, c'est d'écouter tout le monde. Donc, la diversité, forcément, elle existe, elle est là. Et donc, en écoutant tout le monde, eh bien, on y fait attention, finalement. J'aimerais simplement juste souligner un point. La diversité, oui, mais les minorités, non. Enfin, les communautés, le communautarisme, excusez-moi, non. Il ne faut pas confondre les deux, hein. Et j'espère qu'en parlant de diversité, la personne n'entend pas communautarisme, parce que alors ça, moi, je suis foncièrement contre. Nous rejoignons totalement. Et alors, pour reprendre l'exemple des femmes, écoutez, pour nous, les femmes sont des citoyennes exactement comme les hommes. Donc, il faut que notre parti représente la population française dans toute sa diversité, comme l'a dit Philippe Comte. Oui, très bien, mais moi j'allais vous dire, l'UPR sera tel qu'il est. Et il faut, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, nous rejoindrons ceux qui épousent nos objectifs et nos idées. Et s'ils ne sont pas parfaitement en phase avec la population française, eh bien nous analyserons le phénomène. Mais décréter qu'il faut que
il y ait dans notre parti exactement le même pourcentage de personnes qu'il y a globalement en France dans tel et tel domaine, je pense que ça n'a pas de sens. Notre parti est tel qu'il est, point. Et avec toute sa diversité, et c'est très bien comme ça. Je pense qu'il n'y a rien à faire de particulier. Je reviens sur la série des questions. Alors, bonjour. Alors, c'était LMC. LMC, est-ce que tu veux prendre la parole? Bonjour, en fait, ma question, c'était par rapport au présidentiel 2022. Donc, sachant que, effectivement, la campagne officielle démarre fin 2021 et que, en gros, ça démarre médiatiquement plusieurs mois avant, il faudrait être Oui. prêt début 2021 pour pouvoir espérer engager l'UPR dans une bonne stratégie de campagne. Et donc, ma question, c'était de savoir combien de temps la réforme interne des statuts va-t-elle prendre entre aujourd'hui et ce début de l'année 2021. Est-ce que c'est vraiment faisable de réformer les statuts aussi rapidement pour ne pas empiéter sur la campagne qui commencera début 2021, quoi. Ok, Philippe, si tu peux répondre. Alors, je suis d'accord avec ce calendrier très serré. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec la réforme des statuts. Le fait est que, à mon avis, c'est important, mais ce n'est pas la priorité du calendrier. La priorité du calendrier, c'est en effet de préparer une nouvelle stratégie par rapport à 2022. Et ça demande très vite de rencontrer les bonnes personnes, de tisser les bonnes alliances, d'aller discuter les circonscriptions gagnables, il y a plein de choses qui vont être, ça va être vraiment un boulot énorme, énorme. Et en effet, il faut pendant ce temps-là qu'une commission ad hoc s'occupe de pouvoir travailler sur les statuts. En revanche, à un moment, on a dit, mais il faudrait faire un congrès immédiatement pour changer, etc. Je me suis toujours refusé à donner une date. C'était une discussion assez longue parce que je comprends parfaitement les gens qui disaient, il faut, au bout d'un an, au bout de 2 ans, il faut que les statuts soient changés par un congrès extraordinaire comme ceci, comme cela. Moi, je dis oui, mais je ne m'engage pas à une date parce qu'il y a vraiment urgence à côté. Et je sais qu'à la fin du mandat des 3 ans que notre liste Nouvelle Ère pour UPR aura, les statuts auront changé. Je ne m'engage pas à une date, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Je ne dis pas que c'est secondaire, changer les statuts, c'est important, mais je ne donnerai pas de calendrier pour cela, parce qu'il faut avant tout avancer. La période historique qui s'ouvre, 2022, ça va être extrêmement important. Il peut y avoir à l'Élysée un président ou une présidente qui fasse un référendum sur le Frexit. Voilà. Et ça, c'est notre objectif numéro 1. La réponse va être plus brève. Nous nous engageons à présenter avant la fin de l'année un vote d'un congrès extraordinaire les nouveaux statuts. Et effectivement, enfin, quand j'entends Philippe Comte dire que pour lui, ce n'est pas la priorité, c'est un second point qui nous différencie, c'est que clairement, pour nous, la priorité, c'est celle-là. Et pas la charrue avant les bœufs. Encore une fois, il faut remettre l'UPR sur de bons rails. Ensuite, nous verrons. Et remettre l'UPR sur de bons rails, c'est modifier les statuts. Encore une fois, la crise que traverse l'UPR est due à ces statuts. Il faut que les adhérents comprennent bien ça. Je sais bien que c'est un sujet qui n'est pas très attirant, parce que les statuts, il faut les lire, c'est assez rébarbatif, mais tout vient de là. Ok, d'accord, très bien. Donc, question de Tonok. Du coup, les 2 questions, il y en avait une pour Monsieur Comte. Donc, Monsieur Comte, pourquoi se priver de l'élection présidentielle alors qu'elle représente pour nous un accès aux médias et donc à la propagation de nos idées? Et pour Sylvain Fontaine, pourquoi enlever l'élection du président des mains des adhérents? Est-ce vraiment démocratique et est-ce que cela ne va pas privilégier l'entre-soi de cadres déconnectés? Donc,
Sylvain, si tu souhaites répondre maintenant. Oui, alors, c'est effectivement un sujet très intéressant qui rejoint d'ailleurs le sujet. Vous m'entendez là? Oui. Qui rejoint le sujet de la Ve République, en fait. Mais justement, si le président est élu directement, en fait, il obtient sa souveraineté directement de tous. Et c'est ce qui le rend d'emblée au-dessus des autres. Donc, il ne faut surtout pas avoir l'élection d'un président qui, encore une fois, il préside une assemblée, il préside des instances. Et effectivement, le président doit être un sage qui est élu par cette assemblée de manière à présider leurs débats. Malheureusement, notre Ve République nous a fait complètement perdre de vue ce qu'est un président et ce qu'il doit être. Et d'ailleurs, ce qui se passe, Macron, nous le critiquons nous-mêmes en disant que c'est scandaleux, c'est un véritable despote. Il a été élu directement par tous les Français, mais nous avons raison de dire que c'est un despote. En fait, la Constitution de la Ve République lui donne beaucoup trop de pouvoir. En fait, paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, faire élire un président par l'Assemblée qu'il préside, c'est beaucoup plus démocratique que de le faire élire par un collège aussi immense soit-il pour lui donner ensuite tous les pouvoirs. Ça, c'est pas démocratique. La démocratie, c'est de faire en sorte qu'un homme n'ait jamais trop de pouvoir. Si on est obligé de donner du pouvoir à un homme, on se débrouille pour créer un contre-pouvoir. Effectivement, il faudra sans doute se poser la question, quand nous réformerons les statuts, si nous avons le président qui garde quelques pouvoirs, mais moi je suis tout à fait contre, je pense qu'il faut qu'il préside avant tout, mais se poser la question de pourquoi pas prévoir un collège de 2 autres personnes qui contrôlent effectivement et qui est capable de se substituer au président si nécessité. Donc ça, c'est vraiment une question très importante, mais elle nous amènerait très loin d'en débattre. Mais c'est clair, encore une fois, le président préside, et pour ça, il doit être élu par une assemblée qui représente les adhérents. Pas la peine de le faire élire par l'ensemble des adhérents directement. Ensuite, il se sent tout pouvoir grâce à ça. Ok. Et Philippe, est-ce que tu veux répondre à ta question? Oui, alors répondre sur la présidentielle. Voilà pour ma réponse. Je pense qu'en effet, la question est volontairement peut-être un petit peu mal posée, puisque ce n'est pas abandonner la présidentielle, c'est avoir une autre stratégie pour la présidentielle. Ce n'est pas nous désintéresser de la présidentielle, c'est permettre à un candidat ou une candidate de gagner la présidentielle, pas de participer pour faire 1% ou 2%, et même 3%, et revenir tout guiré en disant, vous vous rendez compte, j'ai augmenté mon score de 300% par rapport au 1% que j'ai fait, et pouvoir porter des idées, comme cette personne a dit, ou avoir accès aux médias. Non. Moi, ce que je veux, c'est que nos idées gagnent la présidentielle. Qu'elles gagnent la présidentielle, ce ne sera pas, je suis désolé de le dire, une candidature purement UPR. C'est totalement illusoire de croire qu'un candidat en 2022 issu de l'UPR puisse gagner la présidentielle. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui le pensent, mais je crois qu'ils rêvent. Et il faut partir de la réalité. En revanche, nos forces peuvent influer énormément pour pouvoir faire gagner nos idées. Poussant quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas de force militante, qui cherche les forces militantes, et nous pouvons négocier cela contre un groupe parlementaire, d'avoir une centaine de députés, peut-être même plus. Et ça, pour pouvoir défendre nos idées, ce sera bien plus important que d'avoir fait 3% au présidentiel. Là, il y aura une professionnalisation de notre... Il y aura la possibilité de pouvoir contrôler ce que fera le président et le gouvernement élu. On peut même imaginer d'ailleurs participation à un gouvernement de cette majorité présidentielle et avoir des ministres. Eh bien, je pense que pour pouvoir défendre nos idées, participer à un gouvernement qui aurait gagné, avoir un groupe parlementaire, c'est bien plus efficace que de faire 2% et 3% par grand.
ce que je pense. Ok. On passe à la question suivante. Xavier Mognolundi souhaitait prendre la parole pour poser une question. Je t'en prie, je te déconnecté le micro. Bonsoir Monsieur Comte, bonsoir Sylvain. Je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, depuis le début du débat, je crois bien. Je regrette malheureusement qu'on n'ait pas un représentant de la liste de François Asselineau pour pouvoir au moins vous apporter la contradiction, si ce n'est dans l'opposition pure et dure, mais au moins dans la nuance. Bref, ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous ne pensez pas que la division qu'entraînent vos candidatures, bien que j'entends bien que vous vous défendez d'avoir des velléités contre François Asselineau, vous présentez comme des personnes souhaitant protéger et sauvegarder l'intérêt commun qui est le nôtre, très bien. Cela étant, est-ce que vous ne pensez pas que la division qui est occasionnée par vos candidatures respectives, si jamais elle aboutit à une victoire de l'un d'entre vous, est-ce que ce ne serait pas finalement qu'une victoire à la Pyrrhus? Et je laisserai le soin à chacun d'entre vous d'aller vérifier ce que veut dire une victoire à la Pyrrhus. Mais je suis certain que Sylvain et Monsieur Comte savent ce que c'est. Et enfin, je voudrais savoir si malheureusement vous venez à ne pas gagner cette élection, quelle serait votre attitude vis-à-vis de la liste de François Asselineau, vis-à-vis du combat politique que nous avons en commun, des idées qui nous unissent et de l'ambition que nous avons pour notre pays. Voilà. Merci. Ok. Avant que je laisse la parole à soit Philippe Comte, soit Sylvain Fontaine, je voulais juste réagir et te donner mon explication. Je pense que tu la connais déjà, hein, Xavier. Sur la non-représentation de cette liste, c'est parce que Philippe Comte n'a pas souhaité débattre avec Fabien Sema. Donc j'ai demandé à Fabien Sema d'avoir un titulaire à la place de Fabien Sema. Je n'ai pas eu de réponse favorable à cette question. Et il faut savoir que cette soirée était prévue de longue date et que la réponse de votre liste à mon mail date d'hier soir. Entre-temps, on a essayé de chambouler le calendrier pour organiser tout ça. Mais pour moi, ça me paraît. Je veux dire, vous avez 28 membres titulaires. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir un titulaire à la place, quoi. Après, c'est pas la décision n'en revenait pas à moi. Toutes les listes doivent être d'accord sur un changement à l'ordre du jour. En l'occurrence, Philippe Comte n'était pas d'accord, donc on ne fait pas de changement à l'ordre du jour. Du coup, je vais laisser la parole à Sylvain Fontaine pour répondre dans un premier temps, et puis ensuite, Philippe Comte pourra faire sa réponse. Alors, sur la première question, comme quoi, si jamais nous gagnions, ce serait une victoire à la Pyrrhus. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Je sais ce qu'est une victoire à la Pyrrhus, c'est qu'en fait, c'est une victoire qui est en réalité quasiment une défaite. Mais si nous gagnions, ce sera la démocratie à l'UPR qui gagnera. Ce sera nullement une victoire à la Pyrrhus. Et le fait que nous ayons été 3 listes pour ce scrutin, ce qui est plutôt bon en termes justement de vie, du pluralisme des opinions au sein du parti. Non, je ne comprends pas très bien la comparaison avec Pyrrhus. Dans ce cas-là, on pourrait dire si François Asselineau gagne, ça sera peut-être encore plus une victoire à la Pyrrhus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour moi, ce ne sera pas du tout une victoire à la Pyrrhus. J'ai expliqué que moi, je suis persuadé que notre 3e liste est celle qui peut unifier justement les 2 partis qui s'affrontent aujourd'hui à l'UPR, parce que justement, nous voulons écouter tout le monde. C'est notre principe de base. Donc, une fois, non, ce ne sera pas une victoire à la Pyrrhus. Et alors, si nous perdons, eh bien, écoutez, mais nous verrons. Je suis là pour gagner. Perdons, nous verrons ce que nous ferons. Ok. Si tu as terminé ta réponse, je peux laisser Philippe Comte donner sa réponse. Oui, alors je pense en effet que la vraie victoire à la Pyrrhus qui pourrait exister, ce serait celle de la liste de François Asselineau. Car pour pouvoir gagner, il y a eu tellement d'attaques immondes, y compris particulièrement sur ma personne, qui ont laissé des traces écrites, et où nos ennemis, bien entendu, se sont précipités dessus pour pouvoir les prendre. C'est l'image donnée de l'UPR
par les soutiens de la liste de François Asselineau, je suis désolé de le dire, a été mais abominable. J'espère que, enfin, je ne sais pas, quand d'un côté, il y a M. Sema qui demande de faire des listes de francs-maçons, quand je suis attaqué, où on me dit que je suis vendu aux Juifs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je pense en effet que si la liste de François Asselineau gagnait avec ce type d'arguments qui ont circulé sur les réseaux sociaux, mais bien entendu que l'UPR en sortirait sali. Or, franchement, j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que l'UPR qui gagnerait ainsi une élection interne, mais l'ensemble de la classe politique considérerait que nous serions radioactifs en ayant eu ce type d'argument en interne pour pouvoir attaquer une tête de liste interne. Moi, je crois qu'en effet, l'UPR serait extrêmement affaibli si François Asselineau gagnait ce congrès. Question à Philippe Comte. Dans votre stratégie pour l'UPR, vous dites qu'il faudrait se focaliser sur la demande d'un référendum, encore tiens, sur la sortie de l'UE, en prenant pour justification à celle-ci l'exemple britannique avec Nigel Farage. Or, la France a une différence importante avec le Royaume-Uni, qui est le verrouillage intégral des médias français, ainsi que les facilités en France que les politiques ont à ne pas respecter le vote des Français. En prenant en compte ces différences, peut-on toujours dire qu'il s'agit d'une bonne stratégie? Alors, c'est facile à répondre. Oui, ça reste une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que, je répète, nous aurons soutenu un président qui aura pris l'Élysée, nous aurons un groupe parlementaire, et en ce qui concerne les médias, il est évident que le référendum ne sera pas fait immédiatement après l'élection du président de la République ou de la présidente de la République, mais par exemple au bout, on va dire, d'1 an, le temps d'avoir un nouveau CSA, de mettre en place un nouvel outil d'arbitrage des médias, de pouvoir, on va dire, rendre plus pluralistes les radios comme Radio France ou France Télévisions, de manière à ce qu'il y ait une égalité de temps de parole entre les partisans de l'Union européenne et ceux qui veulent en sortir. Donc, bien entendu que ce référendum doit être fait dans des conditions où le monde médiatique et le monde politique auront changé. Mais oui, ça reste une bonne stratégie parce que dans tous les cas de figure, je dis bien dans tous les cas de figure, imaginons les freins que la personne qui a posé la question imagine, ce sont les mêmes freins et bien pire pour l'élection présidentielle, avec un candidat UPR qui, lui, aura beaucoup de mal à passer dans les médias. Alors que un candidat plus médiatique, sachant parfaitement utiliser l'outil télévisuel, ayant déjà un pied dans les médias, même si c'est pour prendre des coups. Regardez les dernières interventions d'Onfray, il prend des coups, mais il est toujours là. Il est toujours invité. Tout le monde l'attaque, on le traite de tous les noms, mais au moins il est là. Eh bien, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un autour de lui, moi je pense que ce sera plutôt quelqu'un autour de lui, il fait le boulot du brise-glace et ce sera quelqu'un d'autre après, eh bien là, c'est une stratégie gagnante. Et je répète, nous aurons un groupe parlementaire. Ce n'est pas neutre, un groupe parlementaire. Voilà, cette stratégie du référendum, elle n'arrive pas comme ça, Deus ex machina, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et le référendum aura lieu, par exemple, en 2023 ou début 2024. C'est après avoir, entre guillemets, nettoyé les médias. Monsieur Fontaine, avez-vous lu le programme de FA? N'avez-vous pas l'impression que vos demandes pour insuffler plus de démocratie interne ont été exaucées? La réponse est non. Alors, pardon, la réponse est oui. J'ai lu le programme de François Asselineau, mais alors,
que je peux vous dire, c'est que la démocratie, selon François Asselineau, n'est pas du tout la même que la nôtre. Et je dirais même que la sienne n'est pas la démocratie. Ce que propose François Asselineau, c'est ce que nous propose notre République depuis 60 ans et qui a mené au désastre dans lequel nous sommes, avec des gilets jaunes dans la rue qui demandent plus de démocratie, parce qu'effectivement, la démocratie avec les systèmes, les scrutins d'élection en France, c'est de toute façon la dictature de la majorité relative. Vous compreniez bien ça. Il vient de se produire les élections municipales. C'est exactement la caricature de démocratie qu'on nous propose en France. Qui est élu avec 16% des voix aura les 2/3 des sièges au conseil municipal. Est-ce que sincèrement, un seul d'entre vous, honnêtement, trouve que ça, c'est la démocratie? A été élu exactement à peu près avec les mêmes pourcentages par rapport aux inscrits. Ça, la démocratie, ça c'est la dictature de la majorité relative. Ce n'est pas la majorité absolue qui nous dicte ce qu'elle veut, ce n'est qu'une majorité relative. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Pour nous, la démocratie n'est pas un vain mot, ce n'est pas un mot comme ça qu'on lance pour faire bien. Nous, la démocratie, c'est vraiment la démocratie. Ce n'est pas une mascarade de démocratie. Ok, donc si c'était ta réponse, je vais lire la question de Luna Sunshine, qui voulait prendre la parole mais qui n'a pas réussi. Alors, il dit, que pense-t-il, en s'adressant à vous deux, que pense-t-il du changement du mode de scrutin et de passer au jugement majoritaire? À la différence du RIC, qui était commun avec le RN et la France Insoumise, ça permettrait de nous démarquer. Également, que pense-t-il des 3 référendums du programme actuel et en particulier celui sur l'énergie? Avoir ce référendum limite énormément les choix programmatiques au niveau écologique. Or, ça serait un sujet majeur des prochaines présidentielles avec le Frexit. On a l'avantage d'être crédible. C'est dommage de se limiter. Alors, c'est une question alors, à la fois intéressante et un petit peu une question piège, parce que le principe, on a une charte. Or, parmi la charte, il y a la volonté d'éviter les sujets clivants. Si on commence à discuter de ces sujets et d'avoir donc des positions claires, nettes, précises, ça peut très bien se défendre. Mais je pense qu'avant d'avoir des positions nettes, ça, dans un programme de... C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je veux que notre parti, en 2022, ait un groupe parlementaire et pourquoi pas participe même à un gouvernement. On ne peut pas avoir au jugement majoritaire des militants des décisions qui sont contraires à des négociations de participation dans un gouvernement. Je vais prendre un simple exemple, par exemple le nucléaire. On discute ensemble au jugement majoritaire et on trouve qu'au jugement majoritaire, finalement, le nucléaire, c'est pour bien. Par exemple, ce qui n'est pas ma position personnelle, mais peu importe ma position personnelle sur le sujet. Et on doit rentrer dans un gouvernement qui veut faire sur notre demande un référendum sur le Frexit. Et ce gouvernement nous demande d'être, par exemple, pour le nucléaire. Donc, si on a eu une position au jugement majoritaire à l'interne au parti, eh bien, on se trouve dans... Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on t'entend. Bon, c'est très bizarre dans mon téléphone. On se trouve dans une situation où la démocratie interne va paralyser nos capacités de négociation pour participer à un gouvernement ou à une majorité. Franchement, je n'ai pas envie, aujourd'hui, dans cette situation où, je dis, nous sommes aux portes du pouvoir, de pouvoir être entravés par une décision des militants au jugement majoritaire. Je pense qu'il y a des choses qui doivent pouvoir, dans un programme gouvernemental, se négocier de direction
à direction. Alors, je sais que ça ne plaira pas obligatoirement au démocratisme radical du PRD, mais je crois que c'est réaliste. Et la démocratie, c'est aussi une forme de réalisme. Il y a des choses, parfois, qui nous paraissent justement, nous, comme cette histoire d'énergie où on ne doit pas, pour l'instant, prendre position et laisser après les Français prendre position par référendum. Je pense que dans la constitution d'un gouvernement, c'est quelque chose sur lequel on peut, je ne dis pas manger notre chapeau, puisqu'on n'a pas de position. Mais si on en prenait une, nous serions obligés de le faire pour pouvoir obtenir le référendum sur le Frexit. Voilà, donc je crois que pour l'instant, il ne faut pas y toucher, ce qui n'empêche pas d'y réfléchir. Et quand on sera au gouvernement, on pourra en effet voir ce qu'on peut en penser. Ok, très bien. Je te remercie. Sylvain, est-ce que tu es disponible pour répondre? Bon, écoutez, le jugement majoritaire, déjà, écoutez, pourquoi pas? Ça me semble être une manière, un scrutin qui a des qualités. Donc, si les adhérents finissent par désigner ce mode de scrutin comme le scrutin qu'il nous faut, encore une fois, a priori, j'ai pas de raison de m'y opposer. Les référendums sur les sujets que vous avez nommés, ça ira peut-être mieux là, moi j'ai du retour de partout. Les référendums que vous avez nommés, écoutez, c'est encore une manière très démocratique de fonctionner, de faire des référendums. Bon, on va passer à une question suivante, le temps que Sylvain revienne parmi nous. Question pour Philippe Comte. Comment vous avez fait, notamment sur LCP, promotion de la viande végétale? Quel discours comptez-vous tenir face aux agriculteurs éleveurs, dans le but de rassurer certains adhérents? Alors, je vois que des gens se sont bien renseignés sur mon métier. Bon, je les en remercie de faire des enquêtes approfondies sur ma profession. Je précise que tout d'abord, je ne suis absolument pas personnellement végétarien. J'essaye de réduire un peu la consommation de viande pour des tas de raisons, essentiellement d'ailleurs diététiques. Mais je ne suis pas végétarien. J'ai entendu des gens qui disaient voilà, c'est un vegan militant, c'est complètement faux. Je trouve que moi, mon métier, c'est de pouvoir fournir essentiellement les cantines scolaires, parce qu'il y a une loi qui oblige les cantines scolaires à un repas végétarien, et elle n'avait pas de solution. Je donne, puisque les gens s'intéressent à mon métier. Maintenant, en ce qui concerne l'agriculture, bien entendu, et l'élevage, bien entendu que ce n'est pas l'existence de substituts de viande végétaux qui menacent nos éleveurs. Ce sont les fermes en Pologne, en Allemagne, avec des gens qui travaillent avec des salaires de misère dans des fermes de 1000 vaches, de 2000 vaches, de 3000 vaches. C'est ça qui, aujourd'hui, et bien entendu, l'accord avec le Mercosur qui se précise, il y a eu le CETA, enfin bon, nous le savons tous que les éleveurs, ce n'est pas l'existence de quelques pouillèmes de viande végétale qui va les gêner. C'est la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne et en plus avec les accords que passe l'Union européenne avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes et qui font de l'agriculture et de l'élevage intensif, le Canada et le Mercosur. Donc je pense que cette question, les éleveurs seront rassurés essentiellement par le Frexit. Je crois que c'est ça surtout qui va les rassurer. Et on va essayer de faire des réponses un petit peu plus courtes parce qu'il y en a encore quelques-unes. Sylvain, est-ce que tu es de retour parmi nous? Oui, je viens de revenir parmi vous, mais il n'y a que toi que j'entends, comme toujours. D'accord. Bon, bah, je vais si tu m'entends bien là? Oui, je t'entends bien là. D'accord. Bah, du coup, je vais te reposer la question précédente vu que tu n'avais pas eu accès à cette question. Alors, encore une fois, donc tu as parlé du jugement majoritaire, ça a été fait. Et la deuxième partie de la question, c'était que pense-t-il des 3 référendums du programme actuel, et en particulier celui sur l'énergie? À voir, ce référendum limite énormément les choix programmatiques au niveau écologique. Or, ça serait un sujet majeur des prochaines présidentielles. Et avec le Frexit, on a l'avantage d'être crédible. C'est dommage de se limiter.
Alors, c'est dommage, je vois que vous ne m'avez pas entendu parce que j'avais finalement continué à parler dans le vide. Je vais répéter, c'est pas grave, rapidement ce que je vous avais dit. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Le référendum sur l'énergie, ça me semble être une manière tout à fait démocratique d'aborder le sujet et ça évite de se disperser parce qu'effectivement, à force de se disperser, moi, je crains qu'on finisse par perdre notre âme. Et notre âme, c'est de vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ok. Question d'Artémis. Que faites-vous si FA gagne, Sylvain ou Monsieur Comte? Quittez-vous l'UPR comme demande par FA dans sa vidéo? J'ai pas compris. Enfin bon, en gros, que faites-vous si François Asselineau remporte le congrès? Je laisse Sylvain répondre. Oui, ça va être très rapide. J'ai déjà répondu, il me semble, au cours de la soirée. Nous verrons. Je suis d'accord avec Sylvain. Ça dépendra des conditions essentiellement de cette potentielle victoire à laquelle je ne crois pas aujourd'hui. On va prendre une dernière question. J'aimerais bien que ce soit une question adressée aux deux listes parce que il y a eu plusieurs questions pour Monsieur Comte. Il y a Martin qui dit quelle est votre plus belle anecdote au sein de l'UPR? Et je devrais peut-être pas le dire là, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est quand je collais en 2017 tout seul à 50 km de chez moi, autour de Sainte-Foy-la-Grande. Je me souviens que je partais après le travail et c'était donc les beaux jours. Et la nuit tombait très tard et effectivement, j'ai finalement, bon, ça a été une période assez difficile parce qu'il a fallu quand même que j'aille coller dans beaucoup de bureaux de vote tout seul à cette époque. Mais j'en ai un très beau souvenir. Il y avait des orages qui se déclenchaient au loin, la nuit tombait et, euh, et j'en garderai toujours un très bon souvenir finalement de mes pérégrinations de bureau de vote en bureau de vote aux environs de Sainte-Foy-la-Grande. Ok. Philippe? Moi, je vais essayer de faire un petit peu rire parce qu'on est toujours un petit peu tendu dans cette campagne électorale interne et je vais vous raconter une anecdote. C'était pendant les présidentielles et je collais des affiches de François Asselineau. Je collais plein. Et en plus, je les collais à Tours et il se trouve que c'est une ville où il n'y a pas... On t'entend plus maintenant. On a perdu Philippe. On a perdu Philippe. On peut pas rigoler. Philippe, tente une déconnexion-reconnexion parce qu'on t'entend plus. Bon, on rigolera plus tard, le temps qu'il reprenne son micro. Du coup, on va prendre une dernière question. Quentin Bourgeois, je vois qu'elle a été plussée plusieurs fois. Comment allez-vous orienter UPR TV? Est-ce que Sylvain, tu peux répondre à cette question? Je l'orienterai surtout un peu en interne. Je trouve que c'est un très bon organe de médiatisation pour l'externe. Je trouve ça malheureux qu'on ne puisse pas beaucoup plus l'utiliser en interne. Et c'est clair que si nous l'emportons, nous ferons consacrer un certain temps du PRTV au fonctionnement interne de notre parti. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Sylvain finit sa réponse et on repasse à toi. Merci. J'ai terminé. Ok, très bien. je Philippe, je te laisse raconter reprendre ton anecdote rigolote et ensuite tu passeras à la réponse à cette question. Bon, alors j'ai pas entendu la question, mais j'ai terminé l'anecdote. Alors, je ne sais pas où j'ai été. Donc, j'étais en train de coller les affiches de François Asselineau donc, la dernière élection présidentielle en 2017, dans un endroit où le fichage sauvage est vraiment interdit. Et
Et une patrouille de police passe derrière moi. Deux flics sortent de la voiture, me mettent la lampe torche en pleine gueule et me disent « Qu'est-ce que vous faites ça ?» Et il y a un flic qui regarde la fiche d'ess. Et je ne connaissais pas. Et là, j'ai le réflexe pour m'en sortir. Je dis « C'est un ancien lieutenant Charles Pasqua. » Et je dis « Bon, ça ira pour cette fois, on vous laisse tranquille. » Voilà, j'ai trouvé cette anecdote assez drôle. Pour pouvoir séduire la police, j'avais trouvé le passé de François Asselineau. Ok, du coup, la question, c'était comment allez-vous Alors, la orienter question, par contre, je ne l'ai UPR-TV? pas entendue. Il paraît qu'il y a une question derrière. Bah, la question, c'est comment allez-vous orienter UPR-TV? Ah, ça, c'est très intéressant comme question. Parce que UPR-TV, pour l'instant, est sous-employé. Il n'y a pas assez d'utilisation de ce studio qui a coûté très cher. Et on devrait pouvoir ouvrir UPR-TV est devenu à gauche le média ou TV Liberté. Ça doit devenir un pôle de rencontre. Et surtout, moi, il y a quelque chose que je trouve important. C'est aux étudiants et à la création d'associations étudiantes frexiteuses. Car s'il y a bien un culturel à mener, c'est celui des universités. Il n'existe pas de mouvement politique digne de ce nom qui n'a pas de capacité à pouvoir séduire la jeunesse, et particulièrement la jeunesse universitaire. Et pour ça, il existe par exemple critique de la raison européenne à Sciences Po. Il doit y avoir des déclinaisons de ce type d'association étudiante partout en France. Et pour ça, UPR-TV peut être facilement un relais de pouvoir faire connaître ces associations et s'installer dans le monde politique en pouvant réussir à séduire la jeunesse. Ok. J'ai toujours l'impression C'était ta qu'on m'entend réponse? pas. Oui, c'est ma réponse. Ok, donc maintenant, on a conclu avec les questions. Et je vais laisser 5 minutes par candidat pour présenter leurs conclusions et on terminera la soirée là-dessus. Donc je laisse le soin à Sylvain Fontaine, peut-être vu que Philippe compte pour démarrer. Je te laisse faire ta conclusion, Sylvain. Tu as 5 minutes. Écoutez, déjà, avant toute chose, merci quand même d'avoir organisé ce débat. Je regrette vraiment que les conditions techniques ne nous ont pas permis de débattre correctement. En ce qui me concerne, il faut que vous sachiez que j'ai quasiment rien entendu de ce que Philippe Comte a dit. Donc c'est vrai que c'est pas très facile de débattre dans des conditions comme cela, mais je vais en revenir à notre liste. Encore une fois, je crois que vous avez bien compris, nous voulons rétablir la démocratie, établir la démocratie à l'UPR, et pour ça nous avons choisi le sigle, les initiales de sa devise, qui est l'union du peuple pour rétablir la démocratie, avec vous d'ailleurs. J'en ai peut-être pas parlé dans mon introduction, mais c'est important. À 58, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de vous tous pour la démocratisation de l'UPR. Voilà. Et pourquoi nous voulons cette démocratisation? Parce que nous sommes convaincus que la crise que traverse notre parti est due à l'absence de démocratie en son sein et que surtout la perte d'audience parmi la population française, parmi nos concitoyens, est aussi due à ça. Et que la perte d'adhérents que nous enregistrons depuis 3 ans, la perte de suffrages inexorable alors que l'abstention augmente, je pense que tout ça n'est dû qu'à une chose, c'est que les Français sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre parti. Et ce qui ne va pas, c'est son incohérence entre son but ultime qui est de rétablir la démocratie par la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et en même temps un fonctionnement qui est aux antipodes de ce but ultime. Ça, je pense que ça va nous être mortel. Notre déclin commence, alors que notre croissance avait à peine commencé, et il faut absolument nous remettre sur les rails de l'exemplarité au niveau de la démocratie. Tu as Voilà. encore 2 minutes si tu veux développer quelque chose.
Non, écoutez, je crois que je ne vais pas parler pour occuper l'espace. Encore une fois, nous regroupons des adhérents de toute la France, des gens qui ont eu des responsabilités à l'UPR, n'en ont pas eu énormément, mais qui en ont eu, des militants, plein de bonne volonté. Et je pense que nous sommes une liste qui peut justement unir notre parti au-delà de la division qui le déchire depuis quelques mois. Une division qui, encore une fois, touche nos instances dirigeantes, mais les adhérents comme vous et moi, pour la plupart, eh bien, nous regardons ce triste spectacle et notre liste est là, en fait, pour essayer de rassembler tout le monde autour d'une idée que personne ne peut rejeter, c'est la démocratisation de l'UPR. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis, comme malheureusement, encore une fois, j'entendrai pas Philippe Comte, mais je vais quand même rester connecté jusqu'à la fin. Ok. Eh ben, Philippe, tu as 5 minutes. Eh bien, moi, je trouve qu'il y a des tas de choses avec lesquelles nous sommes d'accord dans les constats avec Sylvain Fontaine. Mais je voulais, en conclusion, citer un auteur italien que j'aime beaucoup, qui est Curzio Malaparte, a écrit plusieurs livres, dont un que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, qui est Caput. C'est écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, et Malaparte était un correspondant de guerre italien sur le front de l'Est. Il était antifasciste, mais il se cachait antifasciste, sinon il était fusillé. Et donc il notait ce qu'il voyait sur le front de l'Est en tant que correspondant de guerre italien, allié des Allemands. Et dedans, il y a un épisode dans Caput qui résume un peu la différence qu'il y a entre UPRD et la liste Nouvelle Ère pour l'UPR. C'est l'épisode des chevaux du lac Ladoga. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardement met le feu à une forêt de bouleaux qui se trouve dans le nord de la Russie, au nord de Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg. Et cette forêt prend feu. Chevaux sauvages qui s'y trouvent, pour échapper au feu, plongent dans le lac Ladoga qui est glacé. Ils meurent de froid. Ils sont même figés dans la glace. Eh bien, je pense que de passer d'une autocratie totalement, même dictatoriale, un président tout-puissant, où toutes les décisions pourraient être remises en cause par une nouvelle décision des instances locales, même, qui pourraient dire nous, on n'est pas d'accord avec le national et puis on a notre autonomie, donc on n'est pas d'accord pour ceci ou pour cela. Eh bien, je crois que ce serait exactement faire comme ces chevaux du lac Ladoga qui, pour fuir le feu, sont tombés dans la glace. Je crois qu'il y a un juste milieu. Il faut démocratiser notre... Mais ne savoir qu'il faut qu'il reste efficace. Une démocratie paralysée, ce n'est pas non plus une démocratie. Que nous gardions une capacité d'action pour pouvoir demain être un parti de gouvernement. Pour cela, il va falloir... Le président ne sera plus tout puissant. J'ai dit qu'il y aura un bureau politique. J'ai dit que les délégations locales ont la ratification des délégués nommés par le bureau national. Mais ne nous perdons pas dans des querelles intestines en cherchant toujours plus de démocratie. Il en faut plus. Et notre objectif, il est quand même avant tout vers l'extérieur. Vers l'extérieur, il va falloir... J'ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps du kairos opportun pour agir de bonne manière. Je peux vous dire une chose, ce moment opportun pour agir, au moment où il faudra agir de bonne manière, nous devrons le saisir. Et pour ça, le jugement majoritaire, ce sera la décision en effet d'un exécutif fort. T'as encore 1 minute pour conclure, si tu veux. J'ai encore 1 minute.
Je vais dire une chose. En une minute, je vais citer à ce moment plutôt le Charles Leclerc de Haute-Cloque, qui dirait que notre combat, il se terminera quand nous aurons hissé le drapeau français sur Paris, Metz et Strasbourg, il disait à l'époque. Eh bien, nous, notre combat, c'est quand il sera terminé, quand ce sera le drapeau français qui flottera seul sur Paris, Metz et Strasbourg, puisque aujourd'hui, il y a le drapeau européen à Strasbourg, et bien quand le drapeau sera décroché de Strasbourg, eh bien, nous pourrons dire que nous aurons libéré. Ok. Je te remercie pour ta conclusion. Je remercie Sylvain Fontaine et Philippe Comte pour leur participation ce soir. Et je remercie la qualité des échanges de ce soir. Et malgré la mauvaise qualité de connexion de certains et puis les problèmes audio qu'ont pu rencontrer certains, j'espère que ça vous a permis à tous de vous faire un peu une très idée bien sur passé, cette malgré. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée.